Bonjour à tous. Euh, Mon nom est Vincent Gautret, je suis directeur pour encore quelques jours du Centre de recherche pour la public. Et c'est un vrai privilège comme directeur de pouvoir assister à la plupart des conférences, même si souvent, comme ici, c'est dans des sujets assez loin de ces talles habituelles. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir en format hybride. Donc, je remercie aux gens qui sont déplacés. On tient beaucoup au format hybride pour les présentateurs eux-mêmes, pour créer, je dirais, ce lien qui a été un peu trop distendu depuis trop longtemps. Puis aussi parce que l'université s'ankylose et pâtit beaucoup d'une manque de présence. En tout cas, je ne sais pas comment c'est à l'UQAM, en tout cas, c'est le cas ici. Donc, il faut absolument générer un retour en présence, en tout cas pour les quelques mois à venir, en format hybride. Alors, merci beaucoup, professeur Duhem, merci beaucoup, professeur Cohen, d'avoir accepté cet exercice qui s'appelle les matinées de la justice. Alors, le CRDP a un certain nombre de cycles. Qui sont les matinées, les midis, les après-midi, les soirées. Il y a même une nuit de la justice. Donc, comme l'ancien territoire britannique, la science ne se couche jamais sur le CRDP. Vous voyez que tous les... Et les matinées, alors vous les avez un tout petit peu modifiées dans le sens où habituellement les matinées ont pour objectif toujours d'avoir un présentateur initial, en l'occurrence professeur Bernard Duhem de l'UQAM que je vais présenter dans 2 secondes, et un répondant, en l'occurrence une répondante, professeur Myriam Cohen, qui un peu à chaud va réagir aux propos du professeur Duhem. Alors, un tout petit peu changé parce que d'habitude, effectivement, on essaie d'avoir 2 disciplines distinctes. Là, votre attachement au droit est assez clair, mais d'un côté, vous connaissant un tout petit peu, en ayant lu sur vous, vous avez quand même un angle de vue assez élargi. Alors, une rétrospective sur les activités du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, qui est donc la thématique qui sera présentée. Donc, on avait prévu une 40 minutes. Est-ce que ça vous convient, professeur Duhem? Et professeur Cohen, après, à chaud, peut-être en une 10-15 minutes, donnera son point de vue à la présentation de Bernard Duhem. Alors, Bernard Duhem, professeur en droit international à la faculté des sciences politiques et du droit de l'Université du Québec à Montréal, avec lequel on ne travaille pas assez, je crois, malheureusement. Bernard Duhem enseigne principalement en droit international et les droits humains. Il se spécialise dans les systèmes interaméricains de protection des droits de la personne. Et d'ailleurs, un trait commun, je pense aussi avec Myriam, il contribue à la promotion et à la défense des droits humains dans le cadre de différents forums dans lesquels il peut participer. Il permettrait vous irez voir si vous voulez en savoir plus sur Bernard Duhem sur le site de la conférence. Myriam Cohen, que je connais un petit peu mieux. J'ai eu, pour la petite histoire, ça ne me rajeunit pas, mais le privilège de l'accompagner dans le cadre d'un mémoire de maîtrise il y a une quinzaine, au moins, c'est en 2004, je pense. Ouais, 18 ans. Et toute récente titulaire d'une chaire du Canada sur justice internationale et droits fondamentaux, professeure agrégée ici à la faculté de droit de l'Université de Montréal, et enseigne, elle aussi, en droit international public et droit international des droits humains. Elle est associée au CRDP, on est bien heureux, mais également au CICC, d'ailleurs, c'est dans ce bâtiment qu'on est là aujourd'hui, et associée aussi au CERIUM, pour ne nommer que les centres que certains des centres auxquels elle est affiliée. Sans plus tarder, je ne vais pas rentrer sur votre temps de parole. Professeur Duhem, merci infiniment d'être présent avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Merci celles et ceux qui sont déplacés, celles et ceux qui nous rejoignent virtuellement. C'est un grand honneur pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient à cœur, les disparitions forcées dans le monde contemporain, une perspective des dernières activités du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de l'Organisation des Nations Unies, dont j'ai fait partie durant les 7 dernières années. Je voulais remercier la Faculté de droit de l'Université de Montréal, le CRDP et Myriam Cohen pour l'invitation et l'organisation de cet événement
C'est un plaisir de traverser la montagne. On ne le fait pas assez. Je me réjouis de cette collaboration qui, j'espère, se poursuivra dans d'autres projets et d'autres opportunités. Alors, le 2 octobre 2018, le journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, est entré au consulat saoudien à Istanbul et n'en est jamais ressorti. Khashoggi était en exil depuis plusieurs années en raison d'opinions critiques qu'il avait envers le régime de son pays. Après des pressions de sa famille et de la société civile, ainsi que des dénonciations par les procédures spéciales des Nations unies, dont le groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires, les autorités du Royaume d'Arabie saoudite ont finalement admis qu'il avait été exécuté, mais ont indiqué que l'opération avait été menée par des rogue agents. Alors que certaines personnes ont rapidement été condamnées par la justice saoudienne, beaucoup ont suggéré que ce résultat avait ciblé les mauvaises personnes et empêché de faire la lumière sur les auteurs intellectuels de ce crime. Il est encore plus préoccupant de rappeler qu'à ce jour, le sort ou le lieu où se trouve Jamal Khashoggi n'a pas encore été établi. Alors que les disparitions forcées sont souvent perçues comme un outil utilisé par les anciens régimes répressifs latino-américains pour éliminer la dissidence politique, elles sont encore utilisées aujourd'hui aux quatre coins du globe, dans divers objectifs et dans un large éventail de contextes. Peut-être passer à la prochaine diapositive qui est le plan. Après avoir abordé rapidement le cadre normatif et institutionnel se rapportant aux disparitions, je vous propose de passer en revue les conceptions traditionnelles concernant cette violation odieuse des droits humains et d'aborder ce que certains peuvent considérer comme de nouvelles formes de disparition. Ensuite, il convient de se demander si les disparitions forcées du passé et du présent partagent des caractéristiques similaires et comment cela devrait alimenter les débats contemporains sur la manière dont la communauté internationale se doit d'aborder le phénomène à l'avenir. Commençons donc par traiter du concept juridique des disparitions forcées. Puis la prochaine diapositive. En droit international des droits humains, les disparitions forcées sont généralement comprises comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de la liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l'autorisation, le soutien ou l'assentiment de l'État, suivi d'un refus de reconnaître la privation de liberté ou d'une dissimulation du sort ou du lieu où se trouve la personne disparue, ce qui a évidemment comme effet de placer cette personne hors de la protection de la loi. Le premier instrument qui, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive, qui a traité spécifiquement des disparitions forcées est la déclaration de 1992 pour la protection de toute personne contre les disparitions forcées, qui en réalité est une résolution de l'Assemblée générale, qui prévoit toute une panoplie d'obligations qu'ont les États relativement à la prévention, la sanction et la réparation pour ce crime. La Convention contre les disparitions forcées, qui est un traité qui a été adopté en 2006, reprend et, dans certains cas, améliore ou complète les principes qui ont été établis dans la fameuse déclaration par rapport à la définition, par rapport à l'incrimination du crime sur le plan national et international, aux obligations en matière de prévention, répression et de réparation, et qui rappelle, tout comme la déclaration, qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour justifier ce crime. Alors, évidemment que la Convention ne s'applique que pour les États qui ont ratifié cet instrument-là. La déclaration, elle, qui essentiellement contient les normes de droit international coutumier, reconnues aujourd'hui comme les normes de jus cogens, s'applique à tous les États. Et c'est en vertu de cet instrument que fonctionne le groupe de travail sur les disparitions forcées. Une disparition forcée constitue une violation composite de plusieurs droits humains garantis par le droit international, dont évidemment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, mais aussi le droit à un procès équitable, le droit aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire, le droit à la réparation, à l'indemnisation, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique et morale, et aussi l'interdiction, le droit d'être protégé contre la torture, évidemment, et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ou à l'identité, de même que le droit à la vérité, qui est vraiment un droit qui a été construit dans la jurisprudence dans des situations de disparition forcée. En 1980, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, aujourd'hui ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme, qui a été transformé en 2006, créait donc le groupe de travail sur les disparitions forcées, qui est aujourd'hui une procédure spéciale thématique. C'est donc la première procédure spéciale thématique du système onusien,
qui était à l'époque chargé d'aider les familles des disparus à communiquer avec les autorités étatiques pour localiser ou établir le sort des personnes disparues. Puis, à partir de 1992, le groupe de travail a eu comme mandat d'assister les États à mettre en œuvre les obligations qui sont contenues dans la déclaration. Le groupe est composé de 5 experts qui proviennent des 5 régions géographiques des Nations unies. Il siège 3 fois par année. Il instruit des cas individuels, y compris suivant sa procédure urgente. Il adopte aussi des allégations générales qui portent sur des problèmes systémiques, des obstacles qui nuisent à la mise en œuvre des obligations étatiques. Et il peut aussi s'adresser au gouvernement via des appels urgents et des interventions rapides. Le groupe fait environ 2 missions terrain par année, qui est ensuite suivi par un rapport qui porte sur les conclusions et les recommandations au gouvernement. Et puis, évidemment, le groupe de travail fait rapport au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale. Abordons maintenant les obligations qu'ont les États relativement à l'interdiction des disparitions forcées, qui est la prochaine diapositive. En plus, évidemment, d'interdire le recours aux disparitions forcées pour quelque motif que ce soit, le droit international oblige les États à adopter des mesures à la fois législatives, administratives, judiciaires ou d'autres natures pour prévenir et éliminer ce crime. Chaque État doit faire du concept de disparition forcée un crime autonome qui est doté d'une peine qui est évidemment adaptée à la gravité de ce crime, qui est régi par des règles relatives aux divers modes de participation criminelle, en particulier en ce qui a trait à la responsabilité des commandants, des supérieurs hiérarchiques militaires ou politiques. De plus, les États doivent adopter des mesures qui permettent de garantir les droits des personnes privées de liberté, d'enquêter et de localiser ces personnes. Les États doivent s'assurer, par conséquent, que les lieux de détention sont régis par la loi, que les personnes sont détenues dans des lieux officiellement reconnus, s'assurer que chaque capture, détention et libération soit dûment enregistrée, ce qui est une façon, évidemment, de prévenir les disparitions. Les États doivent par ailleurs garantir le droit des proches de porter plainte et de demander qu'une enquête ait lieu en cas de disparition. Et les autorités ont donc l'obligation d'enquêter sans délai sur toute disparition, juger et sanctionner les personnes responsables. Pour ce faire, les autorités doivent avoir les ressources appropriées, les moyens de protection appropriés et disposer de tous les recours, y compris l'extradition pour les cas transnationaux. Ces personnes doivent être jugées par des tribunaux ordinaires et ne peuvent atténuer leur responsabilité du fait d'avoir obéi à des ordres supérieurs, ne peuvent non plus bénéficier d'amnistie ou d'autres processus semblables. Les règles relatives à la prescription doivent tenir compte du fait que la disparition forcée est un crime de nature continue, donc la prescription ne peut courir qu'à partir du moment où la personne a été retrouvée, sa dépouille a été localisée, ou son sort a été établi si c'est pas possible de localiser les personnes. Les États ne peuvent évidemment pas renvoyer des personnes vers d'autres États où ils seraient susceptibles d'être assujettis à des disparitions forcées. Et les instruments prévoient toute une panoplie de mesures en ce qui a trait aux droits des enfants qui soit ont été disparus ou qui sont nés de parents disparus par la suite, qui ont eu des problèmes liés à des adoptions, des pertes d'identité de familiers avec des centaines d'enfants argentins qui ont été adoptés dans ce contexte. Et enfin, la Convention de 2006 prévoit toute une panoplie d'obligations expresses. En fait, c'est un traité qui prévoit expressément le droit des victimes aux réparations, ce qui implique non seulement l'indemnisation, la compensation, mais aussi des formes de réhabilitation sur le plan de la santé physique, mentale, aussi la réhabilitation juridique et sociale, parce que bien souvent, les personnes disparues étaient suspectées ou supposément suspectées d'avoir fait un crime. Les États doivent aussi adopter des garanties de non-répétition et d'adopter toute une série d'autres mesures en vertu donc de l'article 24 de la Convention, qui est une innovation en droit international des droits humains. Fait intéressant également, les familles des personnes disparues sont également considérées comme des victimes en droit international des droits humains, ce qui leur donne un statut particulier et donc droit à des réparations, ce qui est c'est évidemment une conséquence directe là, de l'angoisse et de tous les effets néfastes de la disparition sur les familles.
Ce qui était en fait un des objectifs du crime, c'est de créer cet endroit, c'est cette terreur chez les proches, chez les familles. On va en parler justement maintenant qu'on va aborder les disparitions forcées sous l'angle de l'histoire et se demander s'il s'agit d'un phénomène latino-américain du passé. C'est donc la prochaine diapositive. Alors que en fait, ça, c'était une diapositive sur le droit à la réparation, ce qui est assez intéressant. On voit ici des monuments et des mesures adoptées pour commémorer la vérité et la mémoire. Je pourrais en discuter un peu plus tard sur une période de questions là, sur les monuments argentins et chiliens en comparaison avec les monuments qu'on a vus lors de notre mission au Sri Lanka en 2015. On pourra en discuter peut-être un peu plus tard. Je ne vais pas prendre trop de temps pour cette diapositive. On pourrait passer à la prochaine diapositive qui porte donc sur la nature des disparitions forcées. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un phénomène proprement latino-américain et d'un phénomène du passé, ce qui est généralement, disons, le présupposé de plusieurs critiques là, de cette notion. Alors que les disparitions forcées ont des origines historiques plus anciennes, leur judiciarisation est généralement associée aux tribunaux de Nuremberg, au procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, en particulier le procès du maréchal Keitel, du haut commandement allemand, qui avait adopté et mis en œuvre le décret Nuit et brouillard, qu'on voit à droite ici, et qui exigeait la détention secrète des membres présumés de la résistance qui étaient capturés dans les territoires occupés. Donc, plutôt que les juger et les condamner, sauf si on pouvait les condamner à mort, et rapidement, ces résistants étaient mis dans des trains et détenus clandestinement, généralement en Allemagne. Et l'objectif express du décret était justement textuellement, de générer un effet d'angoisse et de terreur parmi les proches des personnes disparues. Ceci dit, le crime est souvent associé à des exactions qui ont été commises par les régimes autoritaires ou lors de conflits armés internes, souvent en application de politiques sécuritaires de contre-insurrection ou dans le cadre de la doctrine de la sécurité nationale qui ont caractérisé l'Amérique latine pendant les années les plus sombres de la guerre froide. En effet, l'utilisation massive de cette pratique pour réprimer les opposants politiques ont été très bien documentées dans les guerres civiles guatémaltèques et plus tard salvadoriennes, et des cas similaires ont été signalés au cours des années qui ont suivi le coup d'État au Guatemala, au Brésil, au Chili, en Argentine, mais aussi en Uruguay, au Paraguay, et plus particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre du fameux plan Condor ou de l'opération Condor, qui était un plan transnational qui visait justement à capturer et éliminer des dissidents qui avaient fui dans les pays voisins d'Amérique du Sud à l'époque. En réponse, les victimes et leurs proches, les organisations de la société civile latino-américaine, les organisations multilatérales et plus tard les États ont été très actifs localement et internationalement pour lutter contre ce phénomène. En effet, à la fin des années 1970, les courageuses initiatives qui ont été menées par la Fédération latino-américaine des associations des proches de détenus, la FEDAFEM, et d'autres organisations, entre autres les Grands-mères de la place Limite, dont vous avez certainement entendu parler, ont poussé la Commission interaméricaine à adopter différentes mesures, entre autres à mener des missions sur le terrain, fameuse mission qui a eu lieu en Argentine à l'époque, et ensuite à dénoncer ce phénomène devant l'Assemblée générale en présentant des rapports sur leur mission. Les familles ont également mené la Commission des droits de l'homme des Nations unies à créer le groupe des Nations unies sur les disparitions forcées auquel je faisais référence tout à l'heure. De même, la Cour interaméricaine, en 1988, a adopté sa célèbre décision Velázquez-Rodríguez contre le Honduras, dans le cadre de laquelle la Cour a abordé tous les aspects juridiques des disparitions forcées et ses origines en droit international. En 1994, au sein de l'Organisation des États américains, les États ont adopté la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes, qui était alors le premier instrument contraignant portant sur les disparitions forcées et qui, évidemment, va influencer le contenu de la Convention de 2006 qui va être adoptée la décennie suivante. S'il est vrai que de nombreuses disparitions historiques emblématiques se sont produites en Amérique latine, entre les années 60 et le début des années 80, il convient de rappeler que la pratique a largement été utilisée dans d'autres régions et dans d'autres contextes. On peut passer à la diapositive.
En effet, ce crime a été largement employé comme outil de répression contre des opposants politiques présumés en Union soviétique. On voit en haut à gauche. De même que dans le contexte colonial, rappelons-nous, l'organisation de l'armée secrète, une unité spéciale des forces militaires françaises, a fait disparaître de nombreux militants anticoloniaux pendant la guerre d'indépendance algérienne. Plus récemment, dans son rapport de 2021, le groupe de travail sur les disparitions forcées indiquait que depuis sa création en 1980, il a transmis un total de plus de 59 000 cas à 110 États différents. Évidemment, il faut être très prudent quand on utilise ces statistiques parce qu'elles ne représentent qu'une très petite partie du nombre de cas réels en raison du phénomène clandestin lui-même, mais aussi du faible nombre de dénonciations. Mais on remarque que ces cas se rapportent à environ 50% des États membres de l'ONU et que seuls 23% des cas se rapportent à des États d'Amérique latine. En effet, les gouvernements ont utilisé les disparitions forcées pour réprimer l'opposition politique dans une multitude de contextes. Des cas emblématiques ont été documentés lors des années de plomb au Maroc dans les années 70 et le début des années 80, ainsi qu'au cours du tristement célèbre massacre des prisons en 1988 en Iran, par exemple. De même, un nombre important de disparitions ont eu lieu lors de conflits armés, notamment pendant la guerre à Chypre, la guerre Iran-Irak et la guerre en ex-Yougoslavie. Lors de conflits armés non internationaux, un nombre important de cas ont également été documentés, comme pendant la guerre civile libanaise ou en Tchétchénie. Enfin, la pratique de disparition forcée s'est répandue dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou du moins, ça en était le prétexte, dans le monde entier, et ça bien avant le 11 septembre. On peut penser, entre autres, aux violences de masse perpétrées contre des terroristes présumés ou des communistes présumés en Indonésie ou aux Philippines pendant la guerre froide, ou pendant la décennie noire en Algérie. Comme le groupe de travail l'indiquait récemment, les disparitions forcées ne sont pas un crime du passé, mais continuent d'être utilisées de par le monde, dans le dernier rapport de 2021. Alors que, évidemment, le phénomène continue d'être très présent en Amérique latine, on pense au Mexique, à la Colombie ou au Salvador, le crime est actuellement dénoncé quotidiennement dans toutes les régions du monde. En outre, les disparitions contemporaines ont de nombreux visages. Au cours de notre mandat au groupe de travail, on a été confrontés à ce type de violation dans différents contextes, notamment en tant que stratégie d'oppression politique, dans un premier temps, dans le cadre de conflits armés, dans un deuxième temps, dans le cadre de mesures antiterroristes, y compris dans le cadre de transferts transnationaux ou dans le contexte des migrations. C'est ce qu'on va aborder maintenant. On va commencer par discuter des disparitions forcées comme outil de répression des opposants, qui est la prochaine diapositive. Voilà, merci. En effet, les disparitions forcées font aujourd'hui partie des principaux outils de répression de certains gouvernements pour faire taire l'opposition politique. L'objectif principal du crime consistant à dissuader un grand nombre d'opposants, comme cela était expressément l'objectif du décret Nuit et brouillard auquel je faisais référence tout à l'heure. Dans certaines circonstances, les disparitions forcées récentes ont été commises dans le cadre d'une attaque massive et systématique contre la population civile, pouvant ainsi constituer, dans certains cas, des crimes contre l'humanité. Par exemple, le groupe de travail a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face à de nombreuses disparitions forcées qui auraient été commises contre des opposants présumés en République populaire démocratique de Corée. À cet égard, le groupe de travail a demandé au Conseil de sécurité d'envisager de renvoyer la situation de la Corée du Nord à la Cour pénale internationale en raison de l'ampleur des disparitions forcées dans le pays, comme l'avait par ailleurs noté la commission d'enquête sur les droits humains en République populaire démocratique de Corée, qui a révélé la nature des crimes contre l'humanité de disparition forcée qui ont été commis et qui continuent de se poursuivre dans le pays. Le groupe de travail est parvenu à des conclusions similaires concernant les violations généralisées et systématiques des droits humains, entre autres des disparitions forcées, commises en Érythrée durant les 25 dernières années. Encore une fois, il a approuvé l'appel lancé par la Commission d'enquête des Nations unies sur les droits de l'homme en Érythrée pour que le Conseil de sécurité envisage de renvoyer la situation de l'Érythrée à la Cour pénale internationale. Des préoccupations semblables ont été formulées par notre groupe concernant la situation au Soudan. J'ai eu la chance de me rendre justement au pays avant la fin de mon mandat. Et les allégations d'augmentation du nombre de disparitions forcées de manifestants et militants et de membres de l'opposition commises dans le contexte de manifestations à grande échelle dans le pays. Ce fut également le cas d'un nombre important de disparitions forcées commises lors de manifestations des troubles survenus lors des violences politiques
qui ont eu lieu au Burundi entre 2015 et 2018, ce que le groupe a dénoncé et que la Commission d'enquête des Nations unies sur le Burundi a également dénoncé, et ce qui a conduit le procureur de la CPI à ouvrir une enquête sur la situation au Burundi, notamment sur les crimes contre l'humanité, y compris les disparitions forcées commises à cette époque. De même, au Myanmar, le groupe de travail a réitéré sa préoccupation concernant les informations fiables faisant état de violations graves et systématiques des droits humains dans l'État de Rakhine, y compris des disparitions forcées visant en particulier la minorité Rohingya. Des conclusions similaires avaient été évidemment formulées par la mission internationale indépendante d'établissement des faits au Myanmar qui, avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar et le groupe de travail, avait appelé le Conseil de sécurité, encore une fois, à déférer la situation du Myanmar devant la Cour pénale internationale ou, à défaut, de créer un tribunal ad hoc spécial pour cette situation. En outre, le groupe de travail a également dénoncé un nombre important de disparitions forcées commises dans le cadre de la répression politique dans certains pays, sans toutefois le qualifier de crime contre l'humanité. On pense par exemple aux disparitions forcées commises au Pakistan par les Rangers, les Frontier Corps et d'autres forces de sécurité ciblant des groupes d'opposition politique, des minorités dans les régions du Balochistan, du Sindh ou des régions de Pashtun au Pakistan. Et des méthodes comparables de répression ont été dénoncées contre les groupes d'opposition politique, dénoncés donc par le groupe de travail concernant l'utilisation fréquente des disparitions forcées au Bangladesh par le Rapid Action Battalion, d'autres forces de l'ordre au sein de l'armée ou des organismes paramilitaires pour détenir et exécuter des opposants politiques. On va donc aborder maintenant les disparitions forcées dans le cadre de conflits armés, ce qui est la prochaine diapositive. De nombreuses disparitions forcées, évidemment, aujourd'hui, ont lieu dans le contexte de conflits armés. C'est le cas pour une majorité de pays pour lesquels un nombre important de dossiers ont été traités récemment par le groupe de travail, concernant entre autres l'Algérie, le Salvador, le Guatemala, l'Irak, le Pérou, le Sri Lanka, la Colombie et le Pakistan. Depuis 1980, le groupe de travail s'occupe des disparitions forcées survenant dans les conflits armés non internationaux. En faisant cela, il n'a traditionnellement, évidemment, que ciblé des allégations de disparition forcée commises par les forces étatiques, vu la définition du crime, et non pas par des forces rebelles, parce que, évidemment, une disparition forcée au sens du droit international doit impliquer des agents militaires. Ce n'est toutefois que depuis 2011 que le groupe de travail s'occupe des disparitions forcées survenues dans le contexte de conflits armés internationaux. Alors qu'il a ensuite traité de disparitions forcées dans une série de conflits, entre autres en ex-Yougoslavie et en Tchétchénie, ainsi que pendant la récente guerre en Irak, il a traité plus récemment de telles allégations dans le cadre des conflits au Sri Lanka, en Turquie, en Ukraine, en Libye, en Syrie et au Yémen pendant les 7 années militaires. Après notre visite au Sri Lanka en 2015, le groupe de travail s'est penché sur les disparitions forcées qui se sont produites pendant le conflit armé interne que opposaient les forces armées sri-lankaises et les Tigres de libération de l'Elam Tamil, le LTTE. Le groupe a documenté un nombre important de disparitions forcées qui étaient survenues pendant ou après la reddition des Tigres Tamil en mai 2009. Il a également fait référence à des centres de détention clandestins et des fosses communes dans des locaux militaires dans le nord-est du pays où on s'est rendu, une visite assez macabre. De même, dans son rapport relatif à sa visite en 2016 en Turquie, le groupe a traité de disparitions forcées dans différents contextes de conflits armés, entre autres en ce qui a trait aux opérations militaires qui avaient été menées dans le sud-est du pays, opposant l'armée turque et les membres armés du Parti travailleur du Kurdistan ou le PKK. Il s'est référé en particulier à la prétendue disposition de corps lors d'opérations de sécurité à Diyarbakir, la principale ville dans cette partie de la Turquie, et à la façon dont ce phénomène-là, donc le fait d'éliminer les corps après des opérations militaires, rendait évidemment la recherche des disparus par les victimes pratiquement impossible. Le groupe de travail a également examiné la question des refoulements de migrants entrant à la frontière turco-syrienne et saisi aussi cette opportunité pour rappeler à la Turquie son obligation concernant la recherche et l'identification des personnes qui sont disparues lors du conflit chypriote en 1974, auquel je faisais référence tout à l'heure. Après sa récente visite en Ukraine en 2018, le groupe de travail a dénoncé l'existence des détentions
de centres de détention clandestins ainsi que des cas de disparition forcée de différentes durées par les agences militaires et les forces de sécurité des deux côtés du conflit dans la région du Donbass. Il a également abordé les obstacles rencontrés par les familles et les victimes pour obtenir des informations et établir la vérité en raison du conflit et principalement en raison de la division du territoire et de l'impossibilité de passer de part et d'autre de la ligne de démarcation. Il a adressé une série de recommandations tant aux autorités ukrainiennes, mais aussi à celles de la Fédération de Russie et de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, autoproclamées, réitérant l'obligation des États d'enquêter et de poursuivre les cas de disparition forcée par le biais de la justice civile en tenant compte de la doctrine de responsabilité des commandants, de l'inapplicabilité de la défense des ordres supérieurs et de l'interdiction d'utiliser des lois d'amnistie dans ces contextes. Outre ces rapports de visite, le groupe de travail a également réitéré ses dénonciations de disparitions survenues en Libye par les forces militaires des deux côtés du conflit. En 2019, après une attaque contre un centre de détention à Tripoli, le groupe a exhorté la Libye à rechercher et localiser les migrants disparus en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris les moyens d'enquête médico-légale et à intégrer les informations ante-mortem dans une base de données centralisée pour permettre aux familles des défunts d'avoir des informations sur le sort des victimes. Au Moyen-Orient, le groupe de travail a dénoncé les abus commis dans le cadre du conflit syrien, faisant notamment référence à des dizaines de milliers de disparitions forcées signalées comme correspondant à des schémas spécifiques de capture par les autorités de l'État et des milices, de même qu'au recours à des installations clandestines, des centres de détention clandestines et suivi d'exécutions sommaires et massives. Le groupe de travail a, encore une fois, exhorté le Conseil de sécurité à envisager de renvoyer la situation de la Syrie à la Cour pénale internationale. Concernant le conflit au Yémen, le groupe a également dénoncé les disparitions forcées qui auraient été commises par les agents du gouvernement du Yémen, les autorités de facto et par des agents des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. On va se pencher maintenant sur les disparitions forcées commises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, entre autres dans le cadre de transferts transnationaux, qui est le dernier sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler avant de quitter le groupe l'été dernier. De nos jours, les disparitions forcées se produisent de plus en plus dans le cadre d'opérations de maintien de la sécurité, en particulier celles liées à la lutte contre le terrorisme, et ça aux quatre coins du globe. Rappelons que la déclaration de 1992 prévoit qu'aucune circonstance, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une menace de guerre, d'un état de guerre, d'instabilité politique intérieure ou tout état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier les disparitions forcées. Il faut rappeler qu'en 2010, il y a eu une étude conjointe sur les pratiques mondiales en matière de détention secrète dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, qui avait été réalisée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines cruelles, inhumaines et dégradantes, le groupe de travail sur les détentions arbitraires et évidemment le groupe de travail sur les disparitions forcées. Et dans le cadre de cette étude qui est vraiment très complète, on a examiné cette réalité de manière très détaillée. Mais plus récemment, le groupe de travail a appelé de nombreux pays à mettre un terme à l'utilisation abusive de la lutte contre le terrorisme, y compris la persécution des militants de la société civile, des avocats, des journalistes, des défenseurs des droits humains, ce qui conduit évidemment dans bien des cas à leur disparition forcée. Un cas emblématique de disparition forcée par l'État du Pakistan est le cas de la disparition d'un des principaux défenseurs des droits humains et militants de la société civile, M. Idriss Khatak, qui a été enlevé par des agents de sécurité en novembre 2019 et qui a été soumis à 7 mois de disparition forcée. En juin 2020, les autorités ont reconnu qu'il était détenu sans révéler son lieu de détention et il est détenu au secret encore aujourd'hui. En décembre 2021, il a été condamné à 14 ans d'emprisonnement à la suite d'un procès apparemment inéquitable devant un tribunal militaire au Pakistan. Le groupe de travail a indiqué que la détention et la condamnation de Khatak s'inscrivent dans un schéma alarmant de réduction au silence des défenseurs des droits humains et des dirigeants de la société civile par l'abus systématique de la législation antiterroriste, de la législation de la sécurité, l'intimidation, la détention secrète, la torture et la disparition forcée. Dans un communiqué de presse datant du 15 décembre 2020. Le groupe de travail a également dénoncé la loi antiterroriste égyptienne comme allant au-delà de la portée nécessaire pour lutter contre le terrorisme et comme limitant l'espace de la société civile
l'exercice des libertés fondamentales en Égypte. Le groupe s'est dit préoccupé par la loi et les tribunaux de circuit du terrorisme, estimant que l'utilisation systématique de définitions du terrorisme qui sont trop larges et vagues cible des défenseurs des droits humains et que c'est évidemment préjudiciable à leurs droits et ne respectent pas le droit international des droits humains, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés. Plus récemment, il a appelé à un moratoire immédiat sur l'application de la loi sri-lankaise sur la prévention du terrorisme, exhortant le gouvernement à revoir et réviser cette législation pour se conformer au droit international des droits humains. Car cette loi est utilisée depuis des décennies pour permettre des actes arbitraires prolongés de détention et permettre des disparitions forcées en autorisant la détention de suspects pendant des décennies sans inculpation. En outre, dans son dernier rapport annuel, et ça c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé juste avant de quitter, le groupe a recommandé aux États de cesser de justifier les disparitions forcées par des motifs de protection de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'extrémisme. Il a ensuite traité de manière approfondie de la disparition forcée dans le contexte de transferts transnationaux, dans une section spécifique du rapport annuel. On a ainsi documenté de nombreux cas d'enlèvement extraterritoriaux, de retours forcés, d'expulsions, souvent entrepris dans des opérations d'infiltration en coopération entre deux ou plusieurs États, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et de protéger la sécurité nationale. Le groupe a fait référence à une série de cas qui aurait impliqué de nombreux pays, les cas les plus emblématiques concernant la capture d'individus soupçonnés d'appartenir au mouvement Hizmet Gülen par les autorités turques, capturés en Afghanistan, en Albanie, en Azerbaïdjan, au Cambodge, au Gabon, au Kazakhstan, au Kenya, au Liban, en Malaisie, au Pakistan, au Panama, en Ouzbékistan et même au Kosovo, puis ensuite renvoyés en Turquie pour faire face à des accusations liées au terrorisme. De même, d'autres cas ont été dénoncés en lien avec la capture des ressortissants chinois d'origine ouïghour, dont vous avez sans doute entendu parler, capturés en Égypte, au Myanmar, dans les Émirats arabes unis, puis qui ont été renvoyés en Chine, où ils seraient envoyés depuis dans des prétendus camps de rééducation. Selon l'étude, les États ont signé des accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité, faisant souvent référence à des justifications larges et vagues liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Dans de nombreux cas, les transferts semblent avoir eu lieu très peu de temps après que l'entrée en vigueur de ces accords ait eu lieu, ce qui n'est quand même pas un hasard, considérant quand on regarde l'ensemble des ensembles. Conformément à l'étude qu'on a faite, donc, des listes d'individus sont diffusées. Des opérations de surveillance sont menées, suivies de perquisitions domiciliaires, souvent menées lors d'opérations clandestines. Des personnes sont capturées sans mandat ni explication, transportées dans des véhicules banalisés et détenues pendant des périodes variables dans des centres de détention clandestins, sans contact avec leurs proches ou avec leurs représentants juridiques, sont souvent confrontés à des interrogatoires, à la torture pour, évidemment, leur extorquer des aveux. Ils sont ensuite transférés vers un autre pays, souvent leur pays d'origine, en marge de procédures d'expulsion régulière dans le cadre d'opérations extraterritoriales secrètes, y compris lors des fameux Extraordinary Renditions. Les services de renseignement civil ou militaire disposeraient d'aéronefs banalisés ou auraient recours à des vols commerciaux pour mener ces opérations. De nombreuses personnes enlevées ont été inculpées à leur arrivée dans l'État hôte et placées en détention provisoire conformément à la législation antiterroriste et au décret d'urgence. Certains sont maintenus en détention secrète, souvent en surveillance résidentielle. Enfin, il faut rappeler que certaines disparitions forcées peuvent aussi être de nature transnationale, même en l'absence de consentement ou de transfert transnational, de consentement de l'État ou de transfert transnational à proprement parler. Ce fut évidemment le cas de la disparition de Jamal Khashoggi, mené par l'Arabie saoudite au consulat d'Istanbul, dont on va parler tout à l'heure. Il faut enfin traiter des disparitions forcées commises dans le cadre de migration, ce qui est la prochaine diapositive. Ces dernières années, de plus en plus de disparitions forcées ont été documentées par la société civile dans le cadre de la fameuse crise migratoire. Ça inclut par exemple le cas célèbre des migrants disparus à San Fernando, Tamaulipas, au Mexique, en 2011, ou ceux des disparus en Méditerranée alors qu'ils tentaient de passer de la Tunisie à l'Italie. En 2017, le groupe de travail a achevé un rapport thématique sur les disparitions forcées dans le contexte de migration.
après avoir lancé un appel à des contributions, fait des consultations avec des experts, etc. On a d'abord examiné comment les disparitions forcées peuvent être des causes de migration. Par exemple, lorsque les individus migrent pour soit échapper à une disparition forcée en raison de leurs activités de défense des droits ou bien en raison de leurs activités de recherche de leurs proches disparus. Et aussi peuvent migrer dans ce contexte-là pour mener la recherche des disparus de leurs proches dans l'État où a eu lieu la disparition, parce qu'évidemment, faire ça depuis l'État d'origine, c'est pratiquement impossible, considérant les obstacles de nature judiciaire, administrative, etc. Le rapport aussi, et c'est principalement le sujet du rapport, aborder les disparitions forcées qui ont eu lieu dans le cadre des migrations. On a entre autres fait référence à l'enlèvement de migrants pour des raisons politiques, lorsque les victimes sont capturées par les agents de l'État d'origine sur le territoire de l'État de transit ou de destination, avec l'autorisation ou la complicité de ces derniers, alors qu'ils sont capturés par des agents de l'État de transit ou de destination, puis ensuite transférés aux agents de l'État d'origine des victimes. Ces opérations peuvent impliquer l'échange de renseignements entre les États concernés afin que les migrants politiques puissent être localisés sur le territoire de l'État d'accueil. Ce type de situation concerne, par exemple, on en parlait tout à l'heure, des ressortissants disparus en provenance de la Corée du Nord qui avaient traversé la frontière chinoise, qui ont été capturés par les autorités chinoises et rapatriés. Et dans ce contexte, ensuite à des échanges d'informations et de collaboration. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le groupe de travail a aussi indiqué que les migrants peuvent disparaître pendant la détention ou pendant l'expulsion, en grande partie à cause du manque de transparence du fait que les migrants sont souvent détenus dans des centres de détention non officiels ou avec très peu de systèmes d'enregistrement. L'accès est très limité, évidemment, des migrants au système de justice et généralement, il y a très peu de mécanismes de surveillance indépendants pour superviser ce type de détention. C'est le cas, entre autres, de ce qui a été documenté dans les centres de détention exploités conjointement par des agents de l'État et des acteurs non étatiques en Libye. On peut voir les communications de 2016 de ce sujet. Le groupe a aussi fait référence aux expulsions arbitraires de migrants qui ont été renvoyés soit en dehors de procédures légales, soit conformément à des processus judiciaires non conformes au droit international, en particulier non conformes évidemment au processus de non-refoulement ou à l'interdiction des expulsions collectives. La pratique de refoulement peut mener à des disparitions forcées et évidemment contrevient à un article important de la Déclaration, l'article 11, qui prévoit que toute personne privée de liberté doit être libérée d'une manière permettant de vérifier de manière fiable qu'elle a effectivement été libérée et en outre qu'elle a été libérée dans des conditions qui garantissent son intégrité physique et sa capacité à exercer pleinement ses droits. Les disparitions forcées peuvent également se produire aux mains d'agents d'État qui agissent comme dans le cadre de la traite ou du trafic de migrants, qui facilitent la migration sans-papiers, qui permettent des séjours de façon légale, etc. Et évidemment, la responsabilité étatique de l'État peut être engagée lorsque le trafic ou la traite sont étroitement liés à la corruption ou à la collusion d'agents de l'État ou se produisent avec leur autorisation, leur soutien ou leur assentiment express ou explicite. L'étude a également abordé les facteurs qui contribuent aux disparitions forcées de migrants, notamment du fait que les migrations se produisent souvent dans des contextes de conflits armés ou de violence, donc chaos, le fait que les migrants sont souvent exposés à des défis socio-économiques plus importants, qui sont confrontés à la discrimination et à l'impunité, qui font souvent l'objet de politiques migratoires et antiterroristes dures de la part des États, et aussi du fait qu'il y a très, très peu de données, de statistiques sur les disparitions de migrants, ce qui contribue évidemment à rendre ce phénomène-là complètement invisible. On va maintenant réfléchir ou aborder les adaptations qu'a fait le groupe de travail à des nouvelles réalités. Dans notre dernier rapport en 2019, le dernier rapport présenté au Conseil des droits de l'homme, le groupe de travail a indiqué que depuis plusieurs années, il reçoit des informations sur l'augmentation de cas d'enlèvement commis par des acteurs non étatiques qui peuvent s'apparenter à des actes de disparition forcée. Compte tenu de son mandat humanitaire et du fait que les victimes de ces actes ne disposent d'aucun recours pour remédier à leur sort, le groupe de travail a décidé de documenter les cas de disparition forcée ou involontaire
qui auraient été perpétrés par des acteurs non étatiques qui exercent un contrôle effectif ou des fonctions de type gouvernemental sur un territoire. Cette nouvelle posture ou position du groupe de travail, évidemment, porte sur une question qui est très délicate, qui est la question de l'élargissement de la définition. Et le groupe était très disons, prudent. Il a fait de longues consultations et des discussions avec toute une panoplie d'experts, évidemment avec les organisations de la société civile, les familles et les défenseurs des droits humains aussi. Le groupe de travail voulait aborder d'une manière ou d'une autre la question des disparitions commises par des acteurs non étatiques, mais il n'était manifestement pas prêt à modifier la définition juridique de cette forme très, très spécifique de violation des droits humains. Néanmoins, cette position médiane apparaît comme une bonne approche en raison de la réalité qui est très présente de nos jours. Cette évolution peut en effet contribuer au mandat humanitaire du groupe de travail qui consiste à aider les proches à obtenir des informations sur le sort de leur proche disparu en servant des Nations unies, évidemment, comme canal de communication. Cette pratique permettra également de conserver une trace officielle des disparitions forcées dans les registres des Nations unies. Et malheureusement, c'est souvent ce registre des disparitions forcées et les disparitions qui s'apparentent à des disparitions forcées sont souvent le seul registre de ces disparitions parce que localement, les autorités judiciaires ne tiennent pas ou n'enregistrent pas ce crime, ces instances de disparition forcée. Et évidemment, dans la mesure où des acteurs non étatiques peuvent devenir parfois plus tard des agents de l'État, on pense entre autres dans des contextes de transition, par exemple au Népal, cette nouvelle pratique pourra aider l'État dans son obligation de fournir aux proches des informations relativement à des disparitions qui auraient pu être commises par d'anciens acteurs non étatiques qui, par la suite, vont devenir des agents étatiques, ce qui est entre autres le cas au Népal. Ce nouveau développement et la récente pratique du groupe de travail est vraiment à ses débuts. Le groupe a documenté jusqu'à présent 36 cas de disparitions qui s'apparentent à des disparitions forcées concernant l'armée nationale libyenne, la République populaire de Donetsk, autoproclamée, les autorités de facto de Sanaa, Yémen, et le Hamas. Ce faisant, le groupe de travail a rappelé qu'il agissait conformément à son mandat humanitaire pour combler un déficit de protection croissant affectant les personnes disparues et leurs proches qui se sont vus refuser des informations sur le lieu ou le sort des personnes disparues. En mettant en œuvre cette pratique, le groupe de travail souligne que les cas transmis aux acteurs non étatiques n'impliquent en aucune manière l'expression d'une quelconque position concernant le statut juridique du territoire, d'une ville ou d'une zone ou de ses autorités. Ça va être donc très intéressant de voir comment le groupe de travail va développer cette pratique et surtout comment il va adapter ses méthodes de travail relativement à ce changement de procédure. En guise de conclusion, ce qui, je crois, est la prochaine diapositive. Voilà. On peut se demander, donc, est-ce qu'il s'agit de nouvelles formes de disparition forcée? Bien que cette contribution ait tenté de démontrer que les disparitions forcées contemporaines se produisent dans le monde entier dans divers contextes, notamment en tant que stratégie d'oppression politique, dans le contexte de conflits armés, ou dans le cadre de mesures antiterroristes ou lors de transferts transnationaux, ou dans le contexte migratoire, il faut bien sûr rappeler que des crimes similaires ont eu lieu en Amérique latine dans les années 70 et 80. On pense aux disparitions massives qui ont eu lieu pendant les conflits armés au Guatemala et au Salvador, par exemple. Et puis, évidemment, à la fameuse opération Condor, qui, en fait, était souvent, permettait, entre autres, des disparitions forcées qui s'inscrivaient dans une stratégie d'oppression politique sous prétexte de lutter contre le terrorisme, impliquant des transferts transnationaux dans un contexte de migration de personnes en ligne. Comme il l'avait fait en 2011, lorsqu'il a décidé de modifier sa pratique traitant des cas de disparition forcée commis dans le cadre de conflits armés internationaux, le groupe de travail s'est à nouveau adapté à des nouvelles réalités et a décidé, dans le cadre de son mandat humanitaire, donc, de commencer à documenter des cas d'enlèvement commis par des acteurs non étatiques. À mesure que le temps passe et que les disparitions forcées persistent au-delà des frontières, l'impunité perdure et les souffrances des proches aussi. Aujourd'hui, l'interdiction de ce crime odieux est considérée comme une norme de jus cogens. Les États ont une obligation erga omnes de le prévenir et de sanctionner, ce crime. Cette obligation ne reconnaît aucune limite dans l'espace ou dans le temps. La communauté internationale doit continuer à soutenir les victimes de disparitions forcées, y compris les proches des personnes enlevées, qui, par leurs efforts courageux, sont sans relâche
aux premières lignes d'un combat crucial pour la dignité. Merci beaucoup.